Très chers amis francophones, amateurs de thé, bonjour. Je suis Stéphane Haller, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Bienvenue pour notre première leçon de ce cours d'hiver sur les oolongs à haute oxydation ainsi que les thés rouges. Nous avons vu à l'automne les oolongs oxydation faible, notamment les oolongs de haute montagne ainsi que les Dongding oolong et les thé guanine. Et la plupart de ces thés étaient basés sur le cultivar Qingxing oolong. Et aujourd'hui, pour notre premier cours de cette série de haute oxydation, j'ai choisi un thé pour faire vraiment le lien de manière parfaite. C'est un Qingxing oolong transformé en thé rouge à Alishan. Donc un thé de haute montagne, mais qui au lieu d'être un oolong de haute montagne est un thé rouge. Et il est fait avec le même cultivar qui est si important à Taïwan et que nous avons étudié en long et en travers lors de notre première série de cours à cet automne. Ce thé, on va juste le verser dans notre petite assiette pour le regarder. Alors moi j'ai la fin du sac, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de bris et aussi beaucoup de bourgeons dans mes feuilles. Chez vous, vous aurez peut-être plus de feuilles grandes et complètes parce que en fait la plupart des gens quand ils reçoivent des feuilles qui ressemblent à ça, ils vont se dire non, c'est beaucoup de bris. Vous aurez probablement beaucoup de feuilles comme ça, bien grandes, bien complètes. Mais en fait, les petits bourgeons qu'on voit à leur couleur orange, c'est ce qu'il y a de plus intense. C'est vraiment comme de la moelle épinière, c'est du fœtus, c'est vraiment du concentré de thé parce que c'est la feuille entière, mais encore toute petite, sous forme de bourgeons. Donc les bourgeons, en fait, ils vont être encore plus concentrés en arôme. C'est pour ça que je vais peut-être pas tout mettre, mais je voulais tout sortir pour vous montrer également des feuilles, donc qui ont un aspect très très différent des oolongs de haute montagne, qui on se rappelle sont verts et de couleur et de forme plutôt arrondie, genre petite boule. Là, on a des feuilles plutôt torsadées, pas tout à fait droites, mais un petit peu torsadées comme ça. Et on remarque donc que ce sont des feuilles uniques. Cette fois-ci, au lieu d'avoir plusieurs feuilles retenues par leur tige, on a des feuilles simples récoltées une à une. Et donc, il s'agit d'une recherche de récolte haut de gamme parce que le paysan m'a expliqué, comme il veut faire de la qualité, il n'a récolté que les 2 premières feuilles de la plantation sur chaque tige pour avoir les feuilles les plus tendres, les plus fraîches et les plus concentrées. Parce qu'en été, avec la température plus élevée qu'au printemps, les feuilles suivantes vont être plus matures et avoir moins d'arômes délicats, avoir plus d'arômes d'amertume aussi. Et donc pour éviter cela, il ne les a simplement pas récoltées, il a juste pris les deux premières feuilles. Pourquoi est-ce que je propose ce thé donc pour ce cours, on l'a compris, c'est pour vraiment pouvoir bien comprendre le cultivar Qingxing oolong quand il est transformé en thé de haute montagne, quand il est transformé en Hongshui oolong, en thé torréfié, quand il est transformé en thé torréfié jeune ou vieux, et maintenant pouvoir voir le même cultivar transformé en thé rouge. Je crois que ça va être très, très intéressant de voir qu'il y a une grande différence, mais il y a également un impondérable, quelque chose qui ne change pas dans la qualité de ce cultivar, c'est sa finesse. Alors, commencer par
préchauffer notre petit gawane. Préchauffer le couvercle. Et non, on va faire un petit peu d'histoire. Pourquoi est-ce que on a ce thé rouge maintenant récolté en été? Autrefois, quand les thés de haute montagne sont apparus sur le marché, en fait, les fermiers il y a une telle demande pour ce thé tout nouveau que on faisait le même thé de haute montagne au printemps, en été, à l'automne et en hiver. Et c'était surtout les récoltes de printemps et d'hiver qui étaient les plus recherchées parce que les arômes étaient les plus fins, parce que les conditions climatiques faisaient qu'au printemps et en hiver, c'est là que les températures sont les plus basses, mais que les feuilles arrivent encore à pousser et que la nuit, il y a vraiment une belle chute de température qui garantit la conservation bien fraîche des feuilles, même grandes, alors que en été et à l'automne, il va faire encore assez chaud, même la nuit, et on n'a pas cet effet de conservation de fraîcheur. Et du coup, les arômes de ces récoltes d'été et d'automne ne sont pas aussi fins, ne sont pas aussi subtils, pas aussi frais qu'au printemps et en hiver. Et donc, très souvent, les fermiers étaient obligés de les vendre à des prix inférieurs, ou bien ils les torréfiaient. Mais pendant très longtemps, ils faisaient toujours le même thé. Alors, ce qui a changé, c'est en 2005, il y a un nouveau thé qui est apparu sur le marché en Chine, qui s'appelle Jinjunmei, qui est une espèce de une innovation par rapport au Lapsang Souchong. On prend que les feuilles les plus petites, les bourgeons, mais on ne le fume pas aussi fortement que le Lapsang Souchong traditionnel. Et ce thé-là est devenu très très populaire en Chine et ça a donné un nouveau regain d'intérêt pour les thés rouges de qualité. Donc les consommateurs chinois et par-delà ensuite taïwanais se sont de nouveau intéressés aux thés rouges de qualité et les fermiers ont bien sûr tout mis en œuvre pour répondre à cette nouvelle demande. Et ils ont eu l'idée de faire du thé rouge dans les saisons où cela convient le mieux. Et comme on a besoin de températures plus élevées pour bien oxyder les feuilles, ils ont fait en été. On va verser un peu plus rapidement. Mais l'idée, comme ce sont des feuilles qui n'ont pas besoin d'être ouvertes comme le houblon, on ne va pas infuser très très longtemps. On fait une infusion assez rapide en contrôlant quand même la couleur de l'infusion. Dès qu'elle est suffisamment foncée, on va pouvoir verser dans les coupes. Mais ce thé n'a pas besoin de s'ouvrir comme un houblon de haute montagne. Donc, et surtout le mien, il y a beaucoup de bourgeons qui sont très petits. Donc l'eau chaude, elle arrive très rapidement à pénétrer au plus profond de la feuille et à en sortir ses arômes. Hop là, j'ai pas assez ouvert la feuille, voilà. Une très belle couleur, bien transparente. Peut-être plus légère que la plupart des thés rouges que vous connaissez. On voit aussi beaucoup de hao, de poils sur la surface de l'infusion. Ce n'est pas de la poussière. En fait, ça, ce sont vraiment les petits poils qui poussent à la surface des bourgeons et qui sont nombreux sur ce thé.
et donc ça c'est en fait un synonyme de qualité. Tous ces petits poils que vous voyez en tension à la surface de l'infusion, c'est du bon. Et vraiment, on a une odeur délicieuse qui est peut-être un petit peu plus légère qu'un thé rouge traditionnel indien, sri-lankais, mais on a aussi beaucoup je trouve, de finesse dans cette odeur. Et dans quelques instants, à pouvoir le goûter dès que la température aura un petit peu baissé. C'est un petit peu chaud. Beaucoup de pureté et de douceur, de chaleur, des odeurs fruitées. Dans le cours en allemand, on me disait qu'il y avait des odeurs un petit peu de pain. Une légère due au séchage. Mais je trouve que c'est vraiment un thé qui se caractérise par beaucoup de finesse, beaucoup de pureté. Et ça, c'est vraiment dû au cultivar Chingxing Oolong et en plus, il a une bonne longueur en bouche. Ça, c'est vraiment la caractéristique du Chingxing Oolong qui perdure, même transformé en thé rouge. Forcément, les feuilles sont un petit peu plus claires maintenant que tout à l'heure, mais on voit qu'elles sont assez harmonieusement oxydées. Et donc, le challenge en fait à Alishan, c'est que en été, il fait trop chaud pour faire du oolong de haute montagne frais, aussi frais, aussi léger qu'au printemps, mais il fait quand même encore plus chaud. Non, il fait encore plus frais à Alishan en été que dans les autres régions productrices de thé rouge, comme à Nanto, dans le lac, autour du lac Sun Moon Lake, ou bien à la côte est, près de Hualien, où on fait également de très bons thés rouges, et qui reçoivent beaucoup de chaleur en été. Il fait vraiment des températures très très chaudes durant la journée et la nuit, alors qu'à Alishan, quand même, la nuit va être plus fraîche. Donc, vraiment le challenge pour les producteurs à Alishan, c'est d'arriver à faire une bonne oxydation bien complète. Et pendant de nombreuses années, je trouvais que de ce côté-là, ça n'était pas encore tout à fait le cas, qu'il y avait beaucoup des bonnes intentions, mais les résultats n'étaient pas tout à fait au rendez-vous. Et cette année, j'étais vraiment très agréablement surpris par ce producteur qui non seulement a fait un bon travail de bien choisir la qualité de ses feuilles. Je l'ai rencontré d'ailleurs en accompagnant une équipe de TF1 qui venait faire un reportage sur Alishan. J'avais annoncé, le journaliste m'avait annoncé que TF1 allait passer ce reportage probablement en août, et j'attends, on est janvier, depuis août, ils ont les bobines, ils ont le reportage qui est fait, mais visiblement il y a eu tellement d'actualités, il y a eu tellement d'autres endroits à montrer qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de le montrer. À la rigueur, c'est tant mieux, ça voudrait dire que les choses sont plutôt calmes à Taïwan d'un point de vue géopolitique pour qu'on n'arrive pas à parler de nous au journal de 20h, tant mieux. Mais moi j'ai aussi la chance de rencontrer ce fermier grâce à ce reportage, et donc on cherchait des beaux paysages de thé pour faire des belles prises de vue, et ce n'était pas un jour de récolte, on n'était pas dans la période de récolte. Par contre, on a vu dans cette plantation deux personnes, le fermier avec son beau-fils, qui étaient en train de désherber, mais à la main. Ils étaient là en train d'enlever les plantes envahissantes qui poussaient autour des théiers, et ils les enlevaient vraiment à la main. Et donc TF1 a fait le reportage avec le fermier, trouvait ça que c'était intéressant et qu'en plus il y avait vraiment une très très belle vue de cette plantation qui est la plus haute de Jiangsu. Et
Je ne connaissais pas ce fermier. En fait, il se trouve que c'est le cousin d'un autre fermier chez qui je vais souvent prendre du thé. Mais vraiment, c'était par hasard qu'on est tombé sur lui. Et sa plantation, donc parce qu'il fait vraiment très attention à ne pas utiliser des produits chimiques pour désherber, j'ai pu voir effectivement qu'il y avait quelques endroits où certains arbres étaient morts, il y avait un trou, hein, et il n'avait pas essayé de combattre les attaques d'insectes ou bien de froid avec des produits phytosanitaires. Il avait laissé la nature faire son œuvre, et donc il était très respectueux de sa plantation, de ses théiers. Et je trouve qu'on le sent au niveau du goût. Il y a cette pureté. Et aussi du fait que ce que moi j'essaie toujours de faire, c'est d'acheter des thés qui sont d'un seul batch, c'est-à-dire récoltés en un seul jour, pas des mélanges de plusieurs jours où parfois les défauts peuvent être harmonisés les uns par rapport aux autres. Mais ici, en prenant vraiment un jour particulier, on a l'expression plus pure du goût, quoi. Excellent. Donc, un thé qui nous montre qu'il est possible également de faire du thé rouge avec du Qingxing Oolong, mais il faut bien s'y prendre. Il faut surtout bien sélectionner ses feuilles. C'est ce que ce fermier a fait en ne cueillant que le bourgeon et la première et la seconde feuille ensuite. Ce qu'on voit là. Et puis la différence donc entre un oolong, pour l'oxyder, il suffit dans les hautes montagnes de le secouer un petit peu, et ce frottement, quand on secoue les feuilles, quand on les retourne, il suffit déjà à activer l'oxydation sur le bord des feuilles. Mais pour oxyder les feuilles complètement, pour le thé rouge, là on a vraiment besoin de les frotter les unes aux autres, pratiquement un petit peu comme on fait de la pâte à modeler, hein. On peut le faire à la main, beaucoup de fermiers le font à la main, puis c'est une activité presque touristique, hein. On peut passer une journée avec un fermier et faire son propre thé rouge à la main vraiment en le pressant, en faisant sortir les sucs et faire suer pratiquement le thé. Donc on a les mains bien rouges après avoir fait ça. Mais là, forcément pour des grandes entreprises, eux ils prennent des machines pour rouler ces feuilles, vraiment faire sortir les sucs, et que ces sucs ensuite, dans un endroit chaud et humide, continuent à oxyder à l'air, et c'est ça qui donne cette transformation qui fait que le thé va se transformer en thé rouge, hein. Et les autres étapes sont similaires au oolong, ce qu'on a déjà vu, mais donc l'oxydation elle va être beaucoup plus intense, et au lieu de simplement secouer, vraiment on frotte les feuilles les unes aux autres pour faire sortir les sucs, et après on les laisse reposer et oxyder. Et là c'est que c'est important d'avoir une température élevée ainsi qu'une bonne humidité, et ça parfois on n'a pas ça tout à fait à Alishan. Alors on va remarquer que ce thé va quand même être plus léger que les autres qu'on aura dans ce cours, et ça c'est dû au fait qu'il est fabriqué d'une manière naturelle. On n'a pas mis de chauffage, hein. On n'a les fermiers ne vont pas ici chauffer leurs installations, ça serait pas naturel, quoi. Mais donc on a encore quand même le goût de terroir d'Alishan, ainsi que un peu la légèreté due au fait que les températures sont un peu plus basses que dans le reste de Taïwan. Et donc cette finesse, ces notes vraiment très subtiles qui sont très différentes des autres cultivars, et pour l'instant ce thé, bien que très fin, très qualitatif au niveau de la sélection des feuilles, hein, il se vend pratiquement au même niveau que les thés de Alishan. Donc vraiment je trouve que c'est une bonne alternative pour bien exploiter la valeur d'avoir une plantation à Alishan,
en été, en faire du thé rouge de cette qualité. C'est effectivement une meilleure manière de valoriser ces feuilles plutôt que d'en faire un houblon de haute montagne bas de gamme qui manque en fraîcheur. Arriver à en faire un thé rouge qui ait cette finesse, c'est une meilleure façon de faire, et on a cela maintenant depuis une dizaine d'années, et je trouve qu'avec ce batch, on commence à vraiment atteindre un bon niveau de qualité. Voilà, donc pour notre première leçon sur les thés rouges et les thés de haute oxydation. Je vous rappelle aussi que vous avez voté pour les cartes postales, elles sont prêtes. Hein, ce sont les cartes postales de cette année. Je vous remercie pour vos votes. Mettez-moi aussi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Souscrivez à la chaîne sur YouTube, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. La semaine prochaine, ce sera le Nouvel An chinois. Je vais poster une interview de l'un d'entre vous en français. Et dans 2 semaines, nous continuons les cours avec toujours nos cours sur les thés de haute oxydation ou bien d'oxydation totale. Merci beaucoup. Bye bye.